Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne et une vidéo qui n'est pas des moindres puisque c'est mon Mid-Year Book Freakout Tag dans lequel je vais répondre à des questions relatives à mon début d'année de lecture, à ma moitié d'année de lecture. C'est un tag qui est très commun sur Booktube, mais c'est vrai que ces dernières années je le voyais moins. Donc moi je vais aller prendre mes questions sur la dernière vidéo du coup de Carrie Can Read que j'ai traduite en français. Parce que c'est vrai que comme j'ai pas vu trop ce tag circuler sur des chaînes francophones, ou du moins pas sur des chaînes que je suis, d'ailleurs au passage, j'aimerais beaucoup des recommandations de chaînes francophones qui parlent de littérature, donc n'hésitez pas dans les commentaires. Donc quand j'ai regardé la vidéo de Carrie, j'ai pris directement ces questions que j'ai traduites et je vais vous montrer des bouquins qui sont dans ma bibliothèque, donc je vais pas cesser de faire des allers-retours. Là je suis assise parce que vraiment j'avais la flemme de rester debout pendant 1 heure de tournage et j'ai écrit les questions et les réponses dans ce carnet. Donc c'est tout pour cette intro, c'est parti pour le tag. La première question c'est le meilleur livre que j'ai lu cette année. Et c'est difficile d'en choisir un seul, donc parmi les livres que j'ai notés sur une liste de mes meilleures lectures de l'année pour la vidéo qui sortira du coup en décembre, j'en ai choisi 3, en commençant par un qui je pense est le meilleur que j'ai lu cette année, mais en même temps c'est difficile de choisir. Mon vrai nom est Elisabeth qui est sorti cette année, l'autrice Adèle Lyon en fait elle fait une enquête sur son arrière-grand-mère qu'elle n'a pas connue, mais tout le monde lui disait qu'elle était schizophrène et elle-même une fois adulte elle a peur de devenir folle. Évidemment je ne considère pas que ce mot signifie quoi que ce soit en termes de santé mentale, mais plutôt voilà, c'est le terme qui est utilisé et c'est cette obsession, un peu cette peur d'être atteinte d'un même trouble. Et Adèle Lyon, elle va plonger dans les archives, elle va interroger ses proches, les gens qui ont connu cette arrière-grand-mère, et on va évidemment se rendre compte que la santé mentale des femmes dans les années 50, ce n'était pas bien géré du tout. Je dis pas que c'est parfait aujourd'hui, mais malheureusement on assiste vraiment à une recherche qui aboutit sur des réponses faisant froid dans le dos et en fait c'est vraiment très intéressant, très beau et c'est féministe, ça parle de généalogie, bref j'ai adoré ce roman. J'ai également adoré Ma de Hubert Haddad qui est juste là, qui n'est pas un roman qui date de cette année, je crois que ça a une dizaine d'années, qui parle d'un poète japonais, de la marche à pied, de la poésie, du détachement. C'était très beau, c'était bien écrit, c'était poétique sans en faire trop, bref j'ai adoré la plume de Hubert Haddad, j'ai adoré cette histoire, j'adore en fait les bouquins qui parlent d'art en général, donc vraiment une de mes meilleures lectures cette année. Et j'ai enfin lu Madame Bovary de Flaubert, qui est juste là dans une édition un peu spéciale qui était sortie il y a quelques années, peut-être en 2021. Et j'ai adoré Madame Bovary, je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps pour le lire, mais en même temps je suis contente parce que j'avais essayé par le passé de lire ce roman et à chaque fois je n'arrivais pas à dépasser les premières pages, tandis que là je pense que c'était vraiment le bon moment et enfin bref, j'ai adoré la plume de Flaubert, je la trouve très drôle et en même temps j'ai trouvé que ce roman qui m'intimidait est beaucoup plus drôle que ce que je pensais mais aussi beaucoup plus triste et je me suis retrouvée à ressentir beaucoup de peine pour les personnages, surtout pour Emma dans ce roman, alors que je pensais que j'allais juste la trouver ridicule. Enfin bref, Madame Bovary j'ai adoré. Très contente de l'avoir enfin lu. La deuxième question, et vous avez peut-être vu que j'ai pris un bouquin là-dedans pour répondre à cette question, c'est la meilleure suite, le meilleur séquel lu cette année. Et en fait, moi, contrairement à quand j'étais ado, je lis très peu en ce moment de séries. Je lis peu de trilogies, je lis peu de fantasy aussi. Donc en fait, généralement, on trouve des suites et des séries en gros dans les romans fantasy. Et comme là en ce moment, je suis plus dans les contemporains, c'est vrai que je lis pas forcément de séries. Mais j'ai quand même lu un peu sur un coup de tête La Maison à la Porte Dorée de Elodie Harper, qui est la suite de L'Entre des Louvres que j'avais lu en 2022. Et je l'avais lu en me disant qu'il fallait dans tous les cas que ça sorte de ma pile à lire parce que j'avais pas trop aimé le premier tome et que ça s'entassait dans ma bibliothèque. Et ben j'ai adoré, j'ai tout simplement adoré. J'ai lu évidemment d'autres deuxième tomes, troisième tomes, etc. parce que je lis pas mal de mangas, vous pouvez peut-être le voir sur cette étagère. Mais malgré tout, c'est ce roman qui l'emporte pour cette question. Parce que même si je trouve que c'est pas de la grande littérature, j'étais tellement investie dans l'histoire. Avec plein de rebondissements, c'est hyper rythmé et en même temps ça prend bien le temps d'explorer et d'utiliser le potentiel de chaque scène, de chaque intrigue, parce qu'il y a plein d'intrigues là-dedans. Je trouve que les personnages sont moins caricaturaux que dans le premier tome et L'Entre des Louvres du coup et La Maison à la Porte Dorée, ça parle de jeunes femmes qui sont des prostituées dans un lupanar à Pompéi et on voit la société de l'Empire romain, on voit le quotidien de ces personnes mais surtout le quotidien des strates les plus inférieures de la société et c'est très intéressant et en même temps hyper divertissant.
bref, j'ai vraiment beaucoup aimé et ça m'a motivée à lire la fin de cette série, le 3e tome, qui s'appelle Le Temple de Fortuna, je crois. La question suivante, c'est des nouveautés pas encore lues et en fait, je réalise, et je pense que vous le voyez peut-être à ma bibliothèque, que je lis assez peu de nouvelles sorties. C'est assez rare que je lise des livres qui sont sortis cette année. Là, en l'occurrence, j'ai lu Mon vrai nom est Elisabeth, que j'ai adoré. Et du coup, j'ai quand même trouvé des choses que j'aimerais lire qui sont sorties assez récemment, je crois. D'abord, il y a De son sang de Capucine Delattre, qui est un roman qu'elle a écrit sur une mère qui n'aime pas son fils. Et j'arrête pas de voir des avis très élogieux sur ce livre. J'avais énormément aimé Capucine Delattre dans un livre qu'elle a écrit et qu'elle a publié il y a un peu plus longtemps, qui s'appelle Un monde plus sale que moi, qui est difficile à lire et qui n'a franchement aucune trace d'humour, dans le sens où ça parle de violences sexuelles sur une jeune femme. Mais j'avais adoré la plume très intelligente de Capucine Delattre et c'est quelqu'un que je suis aussi sur les réseaux et que je trouve très drôle. Et De son sang, ça a l'air d'être à la fois une sorte de roman noir. Je sais pas si c'est considéré comme un thriller, mais ça avait l'air un peu horrifique mais light d'après la couverture. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Je sais pas où je vais mettre le bouquin, mais bref. Ça avait l'air aussi, d'après plein d'avis que j'ai lus, assez profond. Et comme j'avais beaucoup aimé Un monde plus sale que moi et que Capucine Delattre, c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux, j'ai envie de lire ce qu'elle fait. Donc c'est une sortie récente que j'aimerais lire et que je n'ai pas encore lu. Il y a évidemment Blue Sisters qui fait partie de ma liste de livres à lire pour 2025. Et c'est relativement récent, c'est sorti l'an dernier je crois. Et moi j'attendais que ça sorte en version paperback parce que je vais lire Blue Sisters en anglais. C'est par l'autrice de Cléopâtra and Frankenstein, qui est un roman que j'ai absolument adoré l'an dernier. Et enfin un livre que je n'arrête pas de voir en librairie, c'est Bleu d'août je crois, de Deborah Levy, je crois que c'est Deborah Levy, qui est une autrice que je ne connais que parce que quelqu'un dans mon master avait évoqué Hot Milk, qui est son précédent roman et qui avait l'air aussi très très bien. Mais Bleu d'août, ça parle je crois d'une musicienne qui rencontre peut-être quelqu'un de plus âgé. Et en fait, je sais pas pourquoi, à chaque fois je suis très attirée par les romans de cette autrice, les résumés me tentent, les extraits que cette personne avait lus dans mon master étaient vraiment très beaux. Et je pense que ça peut me plaire. Voilà, il y a quelque chose qui fait que je suis attirée par ce roman et par cette autrice. Donc j'ai très envie de découvrir ça et c'est sorti il y a quelques mois, donc ça rentre dans cette question. Évidemment, comme d'hab, je m'excuse pour des choses qui ne sont pas de mon fait, mais il fait tellement chaud dans l'appart que j'ai ouvert une fenêtre, donc vous entendez un peu la route. C'est pas le mieux, c'est pas le top, mais c'est pas très grave. La question suivante, c'est des nouveautés anticipées. Et là, c'est encore pire que pour la question d'avant, c'est que je ne me renseigne pas du tout sur les nouvelles sorties. Et j'ai envie d'être libraire et je vais faire des études pour être libraire, donc je vais forcément pallier à ça. Et en fait, c'est juste que j'ai du mal à trouver des endroits où trouver les nouvelles sorties ou être renseignée sans avoir juste une liste complète de tout ce qui sort avec plein de trucs qui m'intéressent pas forcément. En fait, je lis assez peu de revues, je connais pas assez de revues littéraires et comme je me renseigne pas trop non plus, parce que c'est vrai que moi je lis des bouquins qui sont là depuis des années dans ma bibliothèque, j'arrive pas à trouver des listes de livres à lire qui peuvent attirer mon attention parce que généralement je trouve des listes mais elles sont tellement complètes que en fait ça me lasse au bout de quelques instants parce que j'aimerais bien des listes qui sont un peu déjà réfléchies et qui montrent des livres sélectionnés par peut-être des journalistes ou des influenceurs de livres que j'aime bien, avec qui je partage des avis, ou tout simplement juste une sélection, pas juste toute la liste, des sélections de bouquins à lire qui puissent m'intéresser ou alors justement me déplacer. Ça peut être des sélections sur des types de livres que je lis pas et finalement ça me permet ça attire mon attention vers des choses, mais j'ai beaucoup de mal en fait à faire le tri. En fait, dès que je vois des grandes listes, ça me saoule. Mais tout à l'heure, je suis quand même allée voir sur Babelio, je crois, et j'ai trouvé quelques titres qui m'ont intéressée. Il y a un roman qui s'appelle Nous sommes faits d'orage et je crois qu'il sort fin août, de Marie Charelle, et ça doit parler d'une jeune femme qui fait une enquête. Est-ce que c'est ça? Je ne sais plus, mais je sais qu'à un moment ça se passe en Albanie. Je crois qu'elle perd quelqu'un dans sa famille qui lui dit va dans tel endroit et fais telle chose. Enfin, en gros, elle a une mission, elle a quelque chose à faire qui est donné par quelqu'un qui vient de mourir. Et on va être un peu projeté dans la vie de son ancêtre qui était une femme qui se battait pour sa liberté. Et ça avait l'air génial et j'adore le titre, Nous sommes faits d'orage, je trouve ça très beau. Ensuite, il y a le livre Douce menace de Léa Simone Allegria, que pareil j'ai trouvé sur ces sites et qui parle d'un couple qui se rend à Rome et qui est frappé par un même tableau. Et on va être envoyé à l'époque où le tableau a été peint, je crois que c'est à la Renaissance. Et on va voir le lien qui est fait entre l'histoire du tableau et ce jeune couple. Et comme je l'ai déjà dit, moi j'adore les livres qui parlent d'art. J'aime énormément aussi les livres qui mélangent les timelines et qui nous envoient dans un passé
qui justement en plus accordait de la valeur très importante à l'art. Et du coup moi j'adore lire des romans qui se passent à la Renaissance parce que c'est une période qui m'intrigue énormément, qui me plaît. J'aime beaucoup l'effervescence un petit peu de la culture et la propagation de la culture entre les différents pays. Donc voilà, ce livre, en tout cas son résumé m'a beaucoup plu et j'ai hâte de voir si je peux pas me le procurer un moment. Et un dernier livre, c'est Ce que je vole à la nuit de Rebecca Benamou, qui est un livre qui est soit sur un personnage qui vient d'accoucher, soit écrit par l'autrice elle-même, qui va parler de Virginia Woolf notamment, et de femmes autrices, et je pense que ça met ça en lien avec la maternité. Et alors j'ai lu le résumé un peu en diagonale, mais moi dès qu'un titre touche à Virginia Woolf, que ce soit fictif ou non, ça m'intéresse. Et en plus j'aime beaucoup les thèmes de la maternité en littérature, donc c'est aussi quelque chose que j'ai noté. Mais moi je suis quelqu'un qui accumule pas mal des livres au fil des années, donc j'ai tendance à ne pas acheter les dernières sorties. Donc peut-être que je lirai pas ça dès 2025. Mais en tout cas voilà quelques titres qui ont retenu mon attention. La question suivante, c'est ma plus grosse déception et vous savez ce qui arrive. J'ai haï, j'ai détesté, j'ai critiqué et j'ai encore envie de critiquer Le Grand Feu de Léonore de Recondo, qui était sûrement l'un des livres qui me faisait le plus envie cette année, qui fait partie de ma vidéo de 25 pour 2025. Et le fait que j'ai encore ce livre dans ma bibliothèque est une abomination. Je suis très énervée contre ce livre, peut-être que vous me trouvez un peu dur, mais en fait je m'attendais à une ode justement à l'art, à la musique, puisque c'est une histoire qui se passe à Venise au XVIIIe siècle, sur une jeune fille qui va être mise dans une pension pour qu'elle devienne musicienne, et Hilaria, c'est une jeune femme, une jeune fille au départ, voilà, qui d'ailleurs reste une jeune fille dans tout le roman, puisque je crois qu'à la fin elle a 17 ans, une jeune fille qui est dotée de ce grand feu, c'est-à-dire d'un fort caractère, de fortes émotions. Elle inspire tellement de choses chez les autres, notamment chez les adultes qui veulent se la taper, et c'est romantisé dans le roman de Léonore de Recondo. En fait, je lisais ça et le tout début m'a plu parce que je me disais « Oh, c'est beau, c'est ce que je voulais lire ». Comme je l'ai dit, j'aime beaucoup les livres qui me transportent un peu vers des époques qui mettaient en valeur l'art. Alors, je ne dis pas au XVIIIe siècle, il y avait aussi beaucoup de merde, mais disons que j'aime bien voir la manière dont l'art était traité, considéré à d'autres époques. Je me disais « Waouh, c'est joli, on me décrit Venise dans un vocabulaire très beau, très fleuri et en même temps un peu enfantin ». Et je me disais « Ça doit être normal, c'est parce que Hilaria elle est jeune, la plume va évoluer avec le bouquin ». Non, c'est juste pas très bien écrit. Ça se veut poétique, mais c'est en fait très très faible, très très pauvre comme écriture, j'ai trouvé. Donc rien que l'écriture était pas intéressante et pouvait pas sauver le reste, mais en fait Léonore de Recondo, à plusieurs reprises, elle parle du désir qu'inspire Hilaria, qui à certains de ses moments à 13 ans, 15 ans, pour des personnages qui eux sont des adultes. Et ce n'est pas quelque chose qui est critiqué, au contraire ça participe à toute une ambiance malsaine de romance un peu, enfin de romance ou du moins d'atmosphère, de sensualité. Et moi je ne veux pas qu'on décrive une jeune fille qui est adolescente sous le prisme de la sensualité. Non merci. Surtout, alors pas surtout parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui le font et qui s'en tirent très bien et qui ont encore des prix, mais quand t'es une femme, sérieux, quand t'es une femme, comment tu peux être toi-même victime de ce système-là et ensuite écrire des choses comme ça? Moi, je ne comprends pas. Et moi, je ne veux pas soutenir les personnes, même si c'est des femmes, qui participent à ce système-là et qui ne voient pas le problème, en fait, là-dedans. Donc bref, j'avais besoin d'en reparler parce que ce bouquin m'a vraiment énervée. Et en plus de ça, le fort caractère du personnage s'efface dès lors qu'il y a un mec un peu médiocre qui là vraiment ne sert à rien, qui arrive dans l'équation. Et la musique c'est bien beau jusqu'à ce que tu tombes amoureuse d'un gars qui va faire que tu as envie de ne plus vivre à un moment. Genre trop bien, super, merci les hommes. Merci les hommes, merci Léonore de Recondo. Je suis énervée. Malheureusement, j'ai aussi été très déçue par Le Chien Noir de Lucy Barat, mais je vais moins en parler parce que, en fait, là, je pense que c'est juste moi qui m'y connaissais pas assez sur les inspirations de l'autrice et sur les contes originels. Mais Le Chien Noir, c'est une réécriture de Barbe Bleue. Et moi, j'avais adoré la plume de Lucy Barat dans son autre roman qui est juste là, qui est Roman de ronces et d'épines. Mais là, en fait, sa très belle plume n'a pas réussi à sauver le fait que je me suis pas mal ennuyée pendant ma lecture. Et en fait, j'ai su, grâce à l'une de mes abonnées, qu'il y a aussi, dans certaines versions de Barbe Bleue, un mythe avec un chien noir qui est mélangé à l'histoire. Et là, en l'occurrence, il y a une scène dans ce roman qui m'a énormément surprise, qui m'a vraiment perturbée. Je ne m'y attendais pas et c'est une scène, quelques lignes, à caractère zoophile. Et alors, tout est expliqué à la fin du bouquin, donc c'est pas vraiment ça.
Mais quand même, quand tu lis ça à la moitié du roman, toute la fin de ta lecture, tu te sens pas très bien, t'es un peu déstabilisée. Et même s'il n'y avait pas eu ça, de ce que je sais du conte, j'ai pas trouvé que Lucy Barratt, elle ajoutait des choses très intéressantes. J'ai pas trouvé que c'était l'histoire d'une jeune femme forte, et c'est un peu ce que moi j'aime lire. Donc voilà, j'ai pas réussi à comprendre la plus-value de cette réécriture et malheureusement ça m'a mis aussi très mal à l'aise. La question suivante, c'est ma plus grande surprise et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais très surprise en positif par La Maison à la Porte Dorée. Je m'attendais pas à aimer, je pensais que j'allais lire quelques pages et me dire que non, c'est une série vraiment pas faite pour moi, mais au final j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi été surprise en positif par Le Colonel Chabert d'Honoré de Balzac parce que ça fait des années que mon père me disait de lire cette nouvelle pour m'initier à Balzac, pour me faire aimer Balzac. Et c'est seulement cette année que j'ai décidé de lire ça. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé que ça allait à l'encontre de tous les clichés que l'on attribue à Balzac, parfois à juste titre, sur le fait qu'il fait des descriptions hyper longues, qu'il se passe rien, etc. Là, il se passe plein de choses et c'est peut-être lié au fait que c'est une nouvelle. C'est à la fois un roman d'aventure, mais en même temps un roman d'introspection, puisque le personnage du colonel Chabert parle de ce qui lui est arrivé, des drames de sa vie après avoir été laissé pour mort sur un champ de bataille napoléonien. Et il va essayer de retrouver sa femme, retrouver sa fortune, alors que tout le monde le croit mort depuis des années. Et je me suis pas ennuyée une seconde et j'ai trouvé ça bien écrit, j'ai trouvé ça entraînant, j'ai trouvé ça drôle. Et franchement, voilà, surprise en positif. Et alors, je l'ai pas en main propre parce que c'est une amie qui me l'avait prêté, puis je l'avais relu et appris sur un Google Doc. J'ai lu Lysis Rata de Aristophane et je vous en avais pas dit du bien à l'époque, qui est en fait la pièce qu'on a mis en scène avec ma troupe universitaire de théâtre et bon, ça s'est bien passé. Et au départ, il faut voir comment je faisais de la résistance avec ce texte, c'est-à-dire que c'est une pièce dont j'ai entendu parler pendant mes études de lettres parce que ça parle pendant la guerre du Péloponnèse, donc il y a 2500 ans, plus de 2500 ans. Et en fait, Aristophane, il imagine que les femmes, ce sont elles qui ont réglé la guerre et qui ont en fait permis la paix en faisant la grève du sexe pour que leur mari soit contraint de faire la paix parce qu'il n'en pouvait plus évidemment. Et en fait le texte, cette traduction qu'on a mis en scène, c'est une traduction qui se veut très fidèle à la grossièreté du texte originel. Et quand je vous dis que c'est grossier, c'est que c'est très grossier. Je n'ai jamais lu le mot bite autant de fois que dans cette pièce. Et alors, je ne suis pas prude, moi, de base. Voilà, je peux lire des textes pires en termes de ce qui est montré. Mais en fait, là, c'était tellement bizarre de lire une pièce, du coup, classique. Bon, là, c'est antique en l'occurrence. Et d'y voir, en fait, autant de grossièreté. Et du coup, en fait, j'arrivais pas à accéder vraiment au message derrière parce que même si je comprenais le message, j'étais trop perturbée par la manière dont c'était présenté. Et en fait, la manière dont on l'a mis en scène, je crois, m'a énormément aidée à apprécier le texte. Alors, c'est pas nous, les comédiens, qui l'avons mis en scène, c'est évidemment mon prof de théâtre et metteur en scène. Mais en fait, on a fait ça d'une manière où c'était pas lourd, justement. Le texte étant déjà grossier, il fallait pas faire quelque chose qui soit trop caricatural, trop dans le lourd. Il fallait que ça reste assez joyeux, assez léger en fait. Et le texte s'est un peu révélé à moi comme ça sur la fin. Quand on répétait les dernières fois, je me suis dit waouh, c'est quand même super bien écrit quoi. Et il y a une scène là-dedans qui est vraiment très très bien écrite. Alors évidemment le théâtre c'est aussi fait pour être mis en scène, surtout ce théâtre-là, mais il peut y avoir des textes très très beaux au théâtre qui parfois ne rendent pas bien quand ils sont mis en scène. Tandis que là en fait je crois que le texte en lui-même ne m'a pas plu, mais en fait mis en scène, et je pense bien mis en scène, c'est génial. C'est franchement beaucoup plus sympa que ce que je pensais, beaucoup mieux que ce que je vous ai dit la première fois que je vous en ai parlé. Et donc voilà, c'est finalement une surprise mais à retardement, c'est-à-dire que pendant des mois j'étais pas fan du texte et ça s'est révélé à moi ces derniers jours, donc je suis très contente. La question suivante, c'est mon nouvel auteur préféré et je vais en mettre 3. Du coup, je vous ai parlé tout à l'heure de Ma de Hubert Haddad et il s'est vraiment passé un truc où j'ai vraiment matché avec sa plume parce que je la trouvais, comme j'ai dit, poétique sans en faire trop. Et je trouvais qu'il avait un style à lui, que c'était facile à suivre, que c'était facile de se plonger dans les images, dans les villes, dans les paysages qu'il décrit. Et en même temps, j'ai énormément aimé la manière dont il nous parle de tant de sujets qui visiblement l'intéressent, c'est-à-dire les haïkus, le bouddhisme, le Japon en l'occurrence, sans nous prendre pour des teubés et en comptant peut-être un peu sur notre curiosité pour qu'on s'y intéresse à notre tour. Et il m'a donné envie de m'intéresser à des poètes japonais qu'il cite sans nous en faire la biographie. Et j'ai trouvé que c'était une plume pleine d'intelligence et ça m'a donné très envie de lire les autres livres de Hubert Haddad
parce que ouais, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien l'intelligence de ce texte et je pense que ses autres livres peuvent beaucoup me plaire. J'en ai pas encore parlé dans cette vidéo, mais un autre livre que j'ai énormément aimé, c'est Océan Mer d'Alessandro Barrico. Et je pense qu'Alessandro Barrico, ça peut être un nouvel auteur préféré, puisque là encore, la plume m'a vraiment plu et il s'est passé quelque chose. Et alors, c'est poétique, là c'est plus onirique, ce roman-là il tient plus du conte. Et en même temps, il y a un tel amour des mots, une telle originalité. Je me rappelle d'un passage, c'est juste une phrase, hein, mais où il décrit un personnage dont je vais vous reparler dans cette vidéo, qui s'habille. Et j'ai énormément aimé la manière dont il écrivait ça. Soir, pension Almayer, chambre au premier étage, au fond du couloir. Écritoire, lampe à pétrole, silence. Une robe de chambre grise avec, dedans, Bartholboom. Deux pantoufles grises avec, dedans, ses pieds. Feuilles blanches sur l'écritoire. Plume et encrier. Il écrit, Bartholboom, il écrit. Et moi, je trouve ça trop fun. Genre, il y a une telle originalité dans la manière d'écrire de cet auteur et en même temps, je trouve une joie à l'écriture. J'allais dire humour, mais c'est pas forcément de l'humour, c'est juste, c'est joyeux, c'est tendre, c'est étonnant, c'est un peu décalé. Et c'est aussi très beau et très poétique et ça parle de la mer et ça parle de la condition humaine avec énormément de beauté et de justesse et de légèreté, sans pourtant être idiot, en étant pourtant très profond. Et du coup, je pense que Alessandro Barrico, c'est l'un de ces auteurs complètement passionnés par l'écriture. Et c'est difficile de trouver des bouquins qui me marquent à ce point dans leur écriture. Donc, sincèrement, Alessandro Barrico, je vais me renseigner sur ce qu'il a écrit d'autre parce que j'ai adoré ça. Et je ne l'ai pas en ma possession, mais j'ai découvert Clarice Lispector aussi cette année grâce à Agua Viva. Et ça m'a donné très envie de découvrir le reste de sa plume. J'ai l'un de ses livres dans ma pile à lire, donc on verra pour quand je vais le sortir de ma pile à lire. Mais j'ai très envie de la découvrir. Elle a une plume aussi qui est très belle et qui essaye, du moins dans le livre que j'ai lu, de se saisir de l'immédiat, de l'instant présent. Et ça se sent qu'elle est passionnée aussi par son art. Et en fait, j'ai besoin de lire des plumes de gens passionnés par la littérature et au-delà de ça, passionnés par l'art, par la musicalité des mots, par le rythme, par tout ce qu'on peut faire de chouette en fait avec des mots. Et donc, Clarice Lispector, je pense que c'est peut-être une nouvelle autrice préférée. Après, encore une fois, ces trois auteurs que je vous cite, je n'ai lu qu'une œuvre d'eux, mais du moins vous savez que je vais sûrement graviter autour de leurs œuvres dans les années à venir. Ça m'a un peu fait rire de voir la question suivante puisqu'il s'agit de nouveaux crushs fictionnels. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, quand j'étais jeune ado et que je voulais une chaîne booktube, je regardais ce genre de tag et je me disais « Oh là là, j'ai tellement de book boyfriends !» C'était assez mignon, en même temps assez ridicule. Et je crois que comme la manière dont je lis a changé, et je ne critique pas du tout le fait de lire aussi pour justement se distraire et voilà, tomber amoureuse de personnages fictifs, ça m'arrivait encore il y a 2 ans. En fait, je me rends compte que là, comme en plus je lis plus vraiment d'histoires dans lesquelles il y a de la romance, j'aime toujours ça, hein, mais j'en ai pas trop lu cette année et c'est moins mon focus. En fait, je lis des livres sur des personnages qui m'intéressent, mais je me dis pas « Ah, purée, j'ai envie de me marier avec ce personnage ». Par contre, Bartholboom dans Océan Mer, il est tellement drôle, il est tellement fantasque, il est tellement genre dans sa propre bulle, dans son propre monde. Lui, il est à la pension Almayer parce qu'il s'interroge et il a déjà écrit plein d'encyclopédies sur là où finissent les choses. Mais ça peut être n'importe quel objet, n'importe quel phénomène. Et il s'intéresse à la question où finit la mer. Et il est très passionné sur ce sujet et en même temps il peut passer des heures à regarder les vagues et à se dire où finit la mer? Est-ce que c'est là où l'écume se pose? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est du coup tout le temps en mouvement? Est-ce que c'est là où se forme la vague? Et rien que ça, déjà je trouve ça trop drôle. Moi j'aime beaucoup les gens qui sont passionnés par des trucs très spécifiques. Mais surtout, il est terriblement drôle et terriblement fantasque sans s'en rendre compte. Toute sa vie, il a écrit des lettres adressées à la femme qu'il aime. Et en fait, il n'a pas de femme, il n'est pas marié. Et en fait, le jour où il tombera enfin amoureux, il va offrir à sa future femme toutes ces lettres qu'il a écrites chaque soir, adressées à son aimé, adressées à cette femme qu'il ne connaît pas encore, où il lui raconte toutes ses péripéties, toutes les choses qui l'ont animé, où il lui raconte où finissent les choses qu'il étudie actuellement. Et franchement, le dernier chapitre qui s'intéresse à lui est tellement drôle et il est tellement attachant. Et Bartholboom, c'est vraiment genre... C'est le meilleur personnage que j'ai lu sincèrement cette année. Je l'adore, je l'aime de tout mon cœur. Il faut le protéger, il faut protéger Bartholboom. Et si ça vous donne pas envie de lire Océan Mer, je ne sais pas ce qui vous donnera envie de lire Océan Mer. Bartholboom. Si je dois me marier avec un seul personnage de roman de toute ma vie, c'est Bartholboom.
parce que j'adore ce mec. J'adore la manière dont il est intéressé par tout. Et j'adore la manière dont il a quand même un petit cœur tendre. Et il attend quand même l'amour. Et bref, Bartleboom. La question suivante, c'est quels sont mes nouveaux personnages préférés. Et donc, évidemment, vous l'avez compris, Bartleboom. Mais j'ai aussi adoré Madame Bovary, j'ai aussi adoré Emma Bovary. Je l'ai trouvée beaucoup plus attachante que ce que je pensais. Évidemment qu'elle est ridicule et un peu pathétique. Et en même temps, je m'y suis retrouvée quand même. Voilà, je m'y suis retrouvée quand même. Et je pense que c'est preuve, encore une fois, d'une grande finesse et d'une grande intelligence de créer un personnage qui, à la fois, crée tout un mouvement, puisque le bovarisme, ça vient de Madame Bovary, et en même temps, pour qui on a de la peine à la fin de l'histoire. Et j'ai trouvé son histoire tellement drôle et en même temps tellement animée, alors que justement, son grand drame, c'est qu'il ne se passe rien dans sa vie. C'est fou, j'ai adoré Emma Bovary. Et sinon, je suis très attachée à Mikako Koda, je crois que c'est ça son nom, qui est le personnage principal de Gokinjo, une vie de quartier de Ayazawa, qui est un manga qui a 30 ans. Et en fait, j'adore le fait que ce soit une jeune fille haute en couleurs, qui a plein d'énergie, qui fait plein de choses et qui dit des choses avant de réfléchir. Et elle est trop attachante, elle est trop mignonne. Alors évidemment, c'est un peu immature, mais en même temps, c'est une histoire qui parle d'ados, de personnages qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Et au-delà de ça, j'adore son design en fait. J'adore ce à quoi elle ressemble. J'aime le fait qu'elle fait ses propres vêtements et qu'elle a envie d'avoir sa propre marque de vêtements. Et elle est tellement chouette et je la trouve tellement belle et je la trouve tellement stylée. J'adore son style et donc bref. J'adore Mikako et j'ai hâte de lire les 2 prochains tomes du coup de Gokinjo. Faut que je me les procure, ils sont évidemment déjà sortis. Mais voilà, je rajoute ça dans ma liste de nouveaux personnages préférés du coup. La question suivante, elle est aussi un peu étonnante puisque c'est un livre qui m'a fait pleurer. Et je suis quelqu'un qui pleure beaucoup, mais j'ai pas toujours pleuré en lisant. Quoique, je dis ça sur la chaîne depuis que j'ai commencé cette chaîne. Alors, il y a plein de vidéos non répertoriées, mais il y a plein de vlogs quand même où je me mets à pleurer après parfois des lectures franchement ridicules. Genre, enfin, pas ridicules, mais quand même, c'est un peu étonnant de se mettre à pleurer devant ça. Mais en fait, moi, je sais que je suis souvent émue. J'ai les larmes qui montent, mais je vais pas non plus pleurer de gros sanglots. Quoique c'est arrivé, mais je pense que c'est aussi parce que j'étais en SPM, c'était les hormones. Je peux quand même dire que mon vrai nom est Elisabeth. À plusieurs moments, il m'a beaucoup émue. Et à la fin, j'étais aussi triste de le quitter parce que j'ai adoré cette enquête. J'ai adoré suivre la plume aussi de Adèle Lyon. Et j'étais tellement captivée par ce qu'elle racontait, par les choses qu'elle apprenait sur cette arrière-grand-mère, que je n'avais pas envie de quitter ce bouquin, même s'il est quand même dur, hein, évidemment, parce que c'est pas chouette en fait de se dire que là on est diverti par les malheurs d'une femme qui a existé et qui a énormément souffert. Mais en même temps ça m'a fait réfléchir à ma propre famille, aux propres femmes dans mon ascendance et justement à ce lien qui nous unit un peu toutes et à cette transmission parfois de traumatisme, de tristesse, de maladie mentale. Et franchement, c'est tellement fort comme bouquin. Et moi qui tiens à la généalogie, qui suis très intéressée par ça, voilà, j'étais très émue. Et rien que d'en parler, je sais pas si ça se sent, je suis un peu émue. Après, je me rappelle pas avoir pleuré à chaudes larmes, mais quand même, je pense que je peux mettre ce livre dans cette catégorie-là. Et alors, c'est un peu rigolo, je viens de vous parler de Gokinjo. C'est un truc très doux, très rigolo, parce que ça parle d'adolescents qui tombent amoureux, qui veulent créer, qui veulent être des artistes. Bon, tant pis, j'arriverai pas à remettre ça, ça me saoule. Et en même temps, la fin de ce tome, il se passe un truc, c'est pas dramatique, hein, mais on voit un peu quel est le traumatisme de l'héroïne. C'est rien de trop compliqué, c'est rien de... Enfin, il n'y a pas besoin de trigger warning, quoi. Et il y a une scène à la fin qui m'a fait tellement pleurer. Et genre, je voyais à quel point le personnage était ému. Et c'est marrant parce que moi, je suis quelqu'un d'assez cynique. Mais en fait, du coup, c'est marrant parce que la littérature et notamment les mangas qui sont très doux, qui sont très slice of life, ça m'aide à perdre de ce cynisme-là qui, je pense, est une carapace parce que en vérité, je m'en fiche pas des douleurs des autres. Gokinjo, j'ai pleuré à chaudes larmes à la fin alors que concrètement, il se passe rien de grave et j'étais juste émue parce que voilà, j'ai vu cette jeune fille qui souffrait pour des choses aussi qui correspondent à son âge. Et ouais, j'étais touchée quoi. Et ça m'aide à être moins en pierre, donc vraiment trop bien. Un peu dans ce même ordre d'idées, mon copain m'avait prêté Hirayasumi, les tomes 1 et 2 de Keigo Shinzo, qui est l'histoire d'un jeune homme qui a récupéré une maison parce qu'il était ami avec une vieille dame qui l'aidait, qui est décédée malheureusement. Et lui en fait, il enchaîne les petits boulots. Il n'a pas forcément une vie qui est très bien vue par son entourage, par sa famille, mais lui se sent bien parce qu'il n'a pas envie d'être l'esclave du capitalisme et il veut vivre une vie à son rythme. Et il
il va cohabiter avec sa cousine qui a 10 ans de moins que lui, qui entre en école d'art et qui a du mal à trouver sa place, à se faire des amis, à savoir si elle est vraiment une artiste parce qu'elle a très envie d'écrire des mangas. Et ça, c'est vraiment la définition du cosy en manga. C'est trop doux, c'est plein de petites histoires, voilà, avec forcément un lien quand même entre elles, mais qui parlent de ce quotidien de ces deux personnages qui apprennent aussi à s'appréhender. Et j'ai, pareil, pleuré à chaudes larmes. C'était tellement réconfortant que j'ai pleuré, que j'étais touchée, que c'est vraiment une pause positive et bienvenue à une période où j'étais très stressée et du coup Hirayasumi m'a fait pleurer. Et c'est drôle parce que j'ai lu des textes assez durs cette année qui ne m'ont pas fait pleurer, mais là typiquement c'est des choses très douces et bienveillantes et chouettes qui m'ont fait pleurer. Donc je suis contente, ça veut dire que je n'ai pas été détruite non plus par mes lectures cette année, mais voilà, Hirayasumi, j'ai pleuré. A l'inverse, la question suivante, c'est un livre qui m'a rendue heureuse et du coup, évidemment, je vais dire Hirayasumi et Gokinjo. Bon, le tome 1 et 2, hein, enfin, à chaque fois les tomes 1 et 2. Je vais me répéter, ça m'a à la fois fait pleurer, mais ça m'a aussi rendue très heureuse. Et je remarque en fait que je suis beaucoup plus touchée et que je me sens vraiment plus heureuse en lisant des mangas qu'en lisant des romans, parce que je vais graviter vers des thèmes plus difficiles dans les romans. Et par contre, quand je lis des choses graphiques, je vais préférer des choses tendres. Et du coup, je rajoute à ça Jimbocho Sisters de Kei Toomey, alors toute la série, mais en l'occurrence en 2025, j'ai lu le tome 4 pour l'instant. Et c'est l'histoire de 3 sœurs qui tiennent une librairie et on suit leurs histoires personnelles et en même temps le mystère d'un manuscrit perdu et d'un voisin un peu mystérieux qui lui aussi a une librairie de livres anciens. Et c'est tellement tendre et ça me rend tellement heureuse à chaque fois que je replonge dans cette histoire. J'ai un grand sourire aux lèvres, ça me fait énormément de bien. Et enfin, vous le voyez, tout se casse la figure, je dirais Minuscule Folle Sauvage de Pauline de Tarragon, qui est un graphique aussi, qui est une BD qu'elle a écrite sur sa dépression, puis sur son diagnostic borderline. Et moi, j'ai lu ça après un passage à vide vraiment compliqué cet hiver, au cours duquel des psychiatres, alors je n'ai pas eu de diagnostic écrit, donc je peux pas dire si je suis borderline, mais plusieurs psychiatres ont dit que j'étais, voilà, que je remplissais quasi les 9 symptômes sur 9 qui témoignent d'un trouble de la personnalité borderline. Mais sans vouloir forcément me définir par ça, en tout cas, je me suis retrouvée complètement et entièrement dans Minuscule Folle Sauvage. Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'être borderline pour vous retrouver là-dedans. Si vous avez des soucis avec votre santé mentale et que vous essayez d'aller mieux, ça peut vous parler. Et je pense que ça peut parler à un grand nombre en fait. Mais étrangement, même si ça parle de choses assez dures, ça m'a fait énormément de bien. Parce qu'en fait, c'est une bouffée d'oxygène parce qu'on voit ce qu'elle fait pour essayer d'aller mieux. On la voit évidemment tomber en dépression, mais en même temps, à la fin, quand elle a un diagnostic et quand elle arrive à peu se comprendre et à se retrouver, ça donne énormément d'espoir. Et alors, c'est pas chouette la vie avec un trouble borderline, mais ça montre qu'on peut quand même vivre bien et on peut quand même avoir de la joie et ça m'a fait beaucoup de bien en fait. Et c'est une lecture importante et c'est pour ça que je la garde dans ma bibliothèque et que c'est l'un de mes livres. C'est devenu l'un de mes livres fétiches. D'ailleurs, je pense que je vais le relire après cette vidéo. La question suivante, c'est les plus beaux livres que j'ai achetés ou qu'on m'a offert cette année. Et en fait, j'aime beaucoup mes livres. Je trouve qu'ils sont beaux, même s'ils ne sont pas forcément toujours... Enfin voilà, j'achète pas de hardback, j'achète pas des livres dans des éditions spéciales. Je peux par exemple vous dire le livre que je suis en train de lire en ce moment qui est A Curse for True Love de Stephanie Garber, je le lis en anglais. Mais globalement, toutes les éditions qui existent, qu'elles soient en anglais, parce qu'il y a plusieurs éditions selon si c'est édité aux États-Unis ou en Angleterre, ou même en français, sont très belles. Mais ça, c'est vraiment ma version préférée. C'est la version paperback, donc c'est plus petit que les formats qui sortent à chaque fois qu'un bouquin sort. Il faut attendre généralement 1 an pour que ce format sorte en librairie. Et en fait, j'adore ces couvertures. J'ai pas la suite de la série là chez moi, c'est chez mon père. Mais j'adore le rose et j'adore le côté un peu conte merveilleux dans les couvertures. Et donc voilà, je trouve que c'est un très beau livre. Et je profite de cette question pour vous faire un mini haul de BD que j'ai acheté le week-end dernier. J'étais censée vous montrer ça dans mon dernier vlog, mais en fait j'ai complètement zappé. J'ai acheté Archéologie de l'intime de Clotilde Delacroix et je trouve que la couverture est très belle. De toute façon, les objets livres BD sont généralement très beaux. Et j'ai hâte de lire ça. Je pense que je lirai ça le mois prochain. Et je trouve que c'est un très beau livre. Et comme je lis assez peu de BD et que j'ai envie de m'y intéresser, je suis contente d'avoir acheté ça. Et aussi parce que c'est très beau dans ma bibliothèque. J'adore ces couleurs. Je trouve ça très beau. J'aime beaucoup le rose, mais aussi un petit peu les limbes en dessous, le noir. Et bref, j'ai hâte de revenir vous en parler. Et j'ai aussi acheté une BD qui me faisait de l'œil depuis longtemps, qui est Sibylline de Sixtine Dano.
qui parle d'une escort girl. Et je trouve cette BD vraiment très belle. Je trouve la couverture très belle, l'objet livre très beau. Le noir et le rose, enfin bon j'adore le rose déjà, mais je trouve que c'est un très bel objet livre. Donc je dirais que c'est aussi l'un des plus beaux livres que j'ai eu cette année. Et enfin la dernière question de ce tag va me permettre de faire un point sur ma vidéo 25 pour 2025 que j'évoque très souvent en vidéo. Puisque comme on est à la moitié de l'année, ça me permet de faire le bilan sur ce que j'ai lu ou non. Et figurez-vous que mon carnet que j'ai acheté pour mes pages du matin par rapport à mes vlogs sur The Artist Way, si ça vous intéresse, abonnez-vous, tombe en lambeaux. Et bah finalement c'est normal, je me disais bien qu'il y avait un problème, le carnet est quand même super beau, il a quand même suffisamment de pages, mais il coûtait 8 € et les carnets c'est super cher, donc je me disais bien qu'il y avait un problème, et en effet c'est que c'est de la merde en termes de qualité. Donc bref, j'ai ma liste dans les mains. Les livres qu'il me reste à lire du coup, que je vais mettre en priorité pour cette fin d'année, enfin cette deuxième partie de l'année plutôt. Il y a L'Amie prodigieuse de Elena Ferrante, je ne vais pas tous vous les sortir, tant pis, même s'ils sont dans ma bibliothèque, je vous mets une image. Blue Sisters de Coco Mellors que j'évoquais tout à l'heure. Les Oiseaux du Temps qui est un livre que j'ai commencé en anglais mais en fait je ne comprends rien en anglais. Donc je vais essayer de le trouver soit en bibliothèque soit de me l'acheter en poche en français parce qu'il a été édité en français. Anna Karenine et j'avais prévu de le lire cet été en me disant que j'aurais plus le temps de le lire cet été. Mais j'avoue que j'avais pas trop envie sur le moment et quelqu'un m'a dit que c'était une meilleure lecture en hiver et j'y avais pas pensé mais évidemment. Donc je pense que je lirai ça en fin d'année. Orlando de Virginia Woolf qui est vraiment un Virginia Woolf que j'ai envie de lire depuis longtemps et c'était le roman préféré de ma mère. A Curse for True Love que je suis en train de lire, donc je peux vous le montrer. Viendra Le Temps du Feu de Wendy Delorme qui est dans ma pile à lire pour juin. Je ne sais pas si j'aurai le temps de l'attaquer ni même de le terminer, mais en tout cas ça sera lu prochainement. Le Prieuré de l'Oranger qui est un énorme bouquin, en plus publié en 2 parties, donc pareil il va falloir que je commence à prioriser ça à un moment. L'inconnu du portrait que j'ai acheté à Paris dans l'un de mes vlogs, Les années de Annie Ernaux. Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartman et j'essaye vraiment de le trouver à la bibliothèque depuis longtemps et à chaque fois il est emprunté, dès qu'il revient il est emprunté le jour même. The Fractured Dog de Megan E. O'Keeffe je crois. Qui est le 2e tome d'un roman de science-fiction que j'ai lu en janvier et que j'avais absolument adoré. Mais ça m'avait demandé du temps parce que la science-fiction c'est plus difficile pour moi à lire que la fantasy en anglais. Solanine, un manga que j'ai aussi mis dans ma pile à lire pour juin et que j'espère lire avant la fin du mois. Et enfin Le Père Goriot ou un Balzac. J'avais précisé que potentiellement si je lis un autre Balzac je vais compléter ça. Techniquement, j'ai déjà lu Le Colonel Chabert, mais en fait, j'aimerais bien terminer un vrai roman de Balzac parce que pour l'instant, de Balzac, je n'ai lu que des nouvelles. Et l'une de mes meilleures amies m'a conseillé Le Lys dans la vallée, que j'avais un petit peu étudié en cours et qui, en vrai, me plaisait énormément. Donc, peut-être que Le Père Goriot, ça va se transformer en Le Lys dans la vallée, mais j'aimerais bien lire un Balzac supplémentaire avant la fin de l'année et si possible un roman. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à répondre aux questions de ce tag vous-même dans les commentaires, ça m'intéresse toujours. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.